où je vais avoir le plaisir d'accueillir, alors là, en mode distanciel et physique, donc un peu des deux. Donc tout d'abord Cédric O, qui nous fait le plaisir d'avoir pu terminer à l'heure ce matin un Conseil national de défense sanitaire improvisé. Donc secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques, et que vous connaissez bien évidemment. Et Gilles Grappinet, que vous connaissez tout autant, CEO de Worldline. Worldline qui est un éminent membre du conseil d'administration de l'Axel, et qui par ailleurs, Gilles m'a fait le plaisir de venir à plusieurs reprises sur cette scène pour nous tenir au courant des évolutions, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une énorme actualité sur Worldline avec le rachat d'Ingenico et plein d'autres choses dont nous allons parler aujourd'hui. Un grand merci de te joindre à nous, vraiment merci beaucoup. Je sais qu'en ce moment l'actualité c'est très imposant. Je te propose, comme tu n'as pas pu évidemment être comme prévu initialement toute la matinée, je vais résumer peut-être en 3 minutes tout ce qu'on s'est dit ce matin, parce qu'il y a eu quand même 2 heures et demie d'échange. Donc je ne vais pas tout parler de tout, mais globalement, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, comme le dit la bonne blague sur LinkedIn, le Covid a finalement bien plus agi qu'un chef digital officer dans la digitalisation des paiements cette année. Ça a été effectivement violent dans certains sujets, et on l'a vu même plutôt bénéfique, puisque par exemple le paiement sans contact, pour ne citer que lui, 2 mois pour passer de 30 à 50 euros, là où il avait fallu avant des années pour passer des paliers inférieurs. Donc des choses bénéfiques. On a vu aussi des équipes qui d'ailleurs l'ont souligné, travaillent aussi très ardemment en back-office. C'est finalement des soutiers, tous ces gens du monde du paiement, qu'on ne remercie pas tous les jours, mais on a profité pour le faire, mais qui ont travaillé beaucoup pour que personne ici en France ne souffre d'une minute sans ces moyens de paiement. A priori, personne n'a parlé d'un problème, c'est que les gens ont bien travaillé. Et il y a même une petite question en live qui est revenue sur le manque de reconnaissance, donc on l'a partagé. Il y a eu aussi quand même des anticipations toujours négatives sur 2021, c'est-à-dire on pense que oui, il y a des choses qui vont continuer, mais bon, ça reste, on a du mal à se projeter, y compris dans notre industrie du paiement, hein, ça ne fait pas exception aux autres industries. Et puis finalement, un mot qui est revenu très souvent, c'est Europe et stratégie, 2 mots. J'ai posé à plusieurs reprises la question, est-ce qu'on peut réussir finalement à accélérer, à prendre une autre dimension, changer de scale sans stratégie globale et sans Europe? La réponse est non. Après, la question, c'est comment on fait ça. Donc, on parlera entre autres avec Gilles et toi ce matin, je l'espère, de ces sujets. Et évidemment, EPI, hein, quand on parle paiement Europe, EPI arrive. Donc voilà les sujets. Donc ça, c'est un peu pour le contexte. Un autre élément de contexte peut-être pour cette session qui va durer à peu près une petite heure. On arrêtera à 12h30, je sais que tu as un agenda chargé. Il y a une application, vous pouvez tous poser vos questions. N'hésitez pas, moi je les regarde. C'est pour ça que des fois je suis mal poli, je regarde mon écran. Donc je regarderai les questions et je les poserai dans une deuxième partie d'entretien. En première partie, j'ai un certain nombre de questions déjà moi-même que je brûle de vous poser. Déjà, ça fait plus de 20 ans que cette chaîne de valeur du paiement est en profonde transformation. Je veux dire, PayPal, c'était les années 90. Après, il y a eu des tonnes de copycat, etc. Donc on parle beaucoup des fintechs depuis 4-5 ans, mais enfin, dans la chaîne du paiement, ça fait bien longtemps qu'il y a eu des nouveaux acteurs, des nouvelles transformations. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est arrivé à un temps où ça y est, l'effet d'échelle est là. Il y a des acteurs massifs qui prennent des positions parfois dominantes au niveau international. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? France, Europe, bien sûr. On l'a vu, le sujet est avant tout global et non national. Le maillon minimal, ça semble être l'Europe, mais peut-être vous aurez un avis différent. Les acteurs sont majoritairement aujourd'hui les rails du paiement, on peut les citer, hein, Visa, Mastercard, pour les plus gros en 4 coins, on va dire classiques, et China UnionPay qui globalement prend quand même une belle place. Après, ça c'est plutôt américain et chinois, plutôt chinois pour tout ce qui est paiement mobile, hein, on l'a vu, ils ont une vitesse de frappe qui est imposante. Donc voilà, on est dans ce contexte, quelle place, quelle est notre place et comment on est, j'allais dire non pas spectateur, mais acteur de cette transformation pour le futur. Alors, première question pour toi Cédric. Tout d'abord une question peut-être plus générale, vu que tu sors d'un conseil sanitaire. La digitalisation du paiement en particulier, pour faire écho aux discussions de la matinée sur les points de vue, comment toi tu vois cette accélération, comment tu vois ce que la pandémie a impacté sur cette digitalisation? Écoute, d'abord, merci de me recevoir ce matin. Désolé de ne pas pouvoir être là en physique. Puis bonjour également à Gilles, que je ne peux pas non plus voir directement. Et bonjour à tous. Je pense que cher Laurent, tu l'as dit en 2 mots. C'est le Covid a été le meilleur
accélérateur et Chief Digital Officer de la digitalisation dans le paiement en partie, mais globalement de l'économie française. On sait que, en fait, ça n'a fait qu'accélérer des tendances qui existaient avant le confinement, mais la crise Covid et notamment les deux confinements ont été un accélérateur absolument extraordinaire de dynamiques qui préexistaient, notamment dans les grandes entreprises françaises et les PME, TPE françaises. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu as évoqué au début, il y a une compétition mondiale pour la technologie, il y a une compétition mondiale particulièrement dans la verticale de la question financière, et ça ne va pas s'arrêter, et je pense qu'il y a un vrai, comme dans d'autres verticales, mais particulièrement dans cet endroit-là, un sujet de souveraineté sur lequel on aura l'occasion de revenir. Mais ce que je pense le plus impactant dans la crise du Covid, il y a deux éléments. Il y a un élément sur le moment, qui est une prise de conscience de la part de l'ensemble des chefs d'entreprise que c'est indispensable d'accélérer sur la dématérialisation et que c'est devenu une priorité. La question qui se pose, c'est comment cette dynamique va-t-elle évoluer post-Covid ? Et donc, c'est là qu'il y a un certain nombre de positions à prendre. Nous avons une session ce matin, juste avant toi, en fait, sur les travaux du Comité national stratégie paiement, qui initialement, il y a quelques années, avait été mis en place sous l'impulsion de M. Sapin, quand il était ministre de l'économie. Est-ce à dire que finalement, le paiement, c'est quelque chose d'avant tout politique, ou c'est juste un instrument parmi d'autres, ce type d'instance ? Oui, c'est un instrument économique, mais c'est aussi un instrument politique. C'est un instrument économique parce que, évidemment, c'est un flux monétaire et la question de la fluidité est absolument primordiale. Selon la fluidité du paiement, le chiffre d'affaires de l'entreprise, d'ailleurs de l'entreprise qui vend ou de l'entreprise intermédiaire, n'est pas du tout la même. Je prends un exemple qui pour moi est très parlant, c'est aujourd'hui la distorsion de concurrence qu'il existe sur les sites de e-commerce entre l'application du RGPD par la CNIL luxembourgeoise qui réglemente Amazon et la CNIL française. Amazon, vous pouvez payer en un clic. Les e-commerçants régulés par la CNIL française, pour des raisons de lecture différentes du règlement général de protection de données, c'est un clic. Ça fait des pourcents de chiffre d'affaires en différence. Donc, de toute évidence, il y a un sujet économique extrêmement important, mais c'est aussi un sujet politique parce que maîtriser les flux de paiement, maîtriser en fait la création monétaire et la question financière, c'est au fond le premier sujet pour lequel l'État a été créé. Et donc, celui qui maîtrise des flux de paiement a une maîtrise de son espace démocratico-politique qui est aussi extrêmement importante. Et donc, dans la bataille pour la question du paiement, et tu évoquais tout à l'heure le sujet EPI sur lequel Gilles est très engagé, il y a une question absolument importante sur la question de la souveraineté, qui est une question profondément politique. Et d'ailleurs, il suffit de voir aujourd'hui l'activisme des acteurs chinois, notamment dans le domaine du paiement. Il est quand même assez symptomatique que les deux dernières très grosses levées de FinTech en France aient été leadées par un acteur chinois. Et ce qui, je pense, n'est pas complètement innocent. Mais a-t-on les bonnes armes ? Parce que, pardon, mais un acteur chinois, on le sait bien, donc je vais juste paraphraser Madame Lagarde quand elle était venue sur la scène du Paris FinTech Forum, elle disait, voilà, regardez juste qui dirige, et puis après on voit pourquoi ça gagne. Enfin, je veux dire, globalement, c'est pas Alipay ou quelque chose, c'est le gouvernement qui à un moment donne une directive. D'ailleurs, s'il veut rentrer en bourse, il rentre en bourse. S'ils veulent pas qu'il rentre en bourse, il rentre pas en bourse. Enfin bon, on est dans une économie administrée et la plus puissante de la planète. Est-ce qu'on est armé ? Parce que je pense pas, malgré toute l'admiration que j'ai pour toi, que si toi tu dis demain matin, je veux que ça se passe comme ça dans le paiement, que ça va se passer comme tu le dis. On n'est pas dans une économie administrée. Il y a deux questions. Il y a la question de l'investissement et de la prise de participation dans une entreprise où là, le gouvernement a les armes s'il estime à un moment que la barre est franchie pour bloquer l'arrivée de tel ou tel investisseur, qui est toujours à double tranchant de bloquer l'arrivée d'un investisseur compte tenu de l'impact sur l'attractivité internationale. Ensuite, il y a la deuxième question qui est a-t-on les bonnes armes pour être au bon niveau de compétitivité ? Ça, la réponse, c'est pas forcément moi qui l'ai, c'est plutôt les entrepreneurs et les innovateurs français. Je pense que le fond du sujet, et d'ailleurs on le voit, les fintechs françaises ont tendance à grossir, à lever de plus en plus d'argent. On voit les succès de Conto, de Lydia, dans le côté assurance de Alan, etc., etc. La meilleure manière d'être souverain, c'est d'être plus innovant et plus fort que les autres. Et il y a une tendance française à toujours penser à partir de la régulation. Mon sujet, c'est qu'on doit faire en sorte, c'est vrai dans le e-commerce aussi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur un sujet un peu connexe, mais le fond du sujet, c'est
de réussir à avoir des acteurs internationaux. C'est la meilleure manière d'être souverain. Ce n'est pas le gouvernement américain qui a décidé de la puissance de Mastercard et de Visa. Alors évidemment, ensuite, il y a des histoires de règlements internationaux, de policy-making, etc. Mais la première puissance de Mastercard et de Visa, ça a été l'innovation. Ça a été la capacité à déployer une infrastructure mondiale. C'est la même chose pour les Chinois. Bien sûr qu'à chaque fois, le gouvernement peut accompagner, favoriser l'émergence de tel ou tel acteur. Mais si Alipay ou Tencent sont aussi forts, au début, c'est qu'ils offrent un service utilisateur qui est sans commune mesure avec ce qu'il y a à côté. Donc les deux vont ensemble. Oui, je vais me permettre de basculer sur Gilles, parce que j'ai plein d'autres questions pour toi, bien sûr, mais sur ce sujet-là de création de valeur, justement ce matin, en parlant d'un grand acteur du e-commerce qui commence par A et qui est d'ailleurs membre de l'Axel, je disais qu'effectivement, c'est un peu la tendance française, quand on voit quelqu'un qui court en tête, d'aller regarder comment le ralentir, plutôt que de regarder comment ceux qui sont derrière pourraient accélérer. Gilles, toi, tu as passé la seconde vitesse, là, puisque tu deviens le 4e acteur mondial dans ton domaine, si j'ai bien compris. Absolument. Comment tu réagis aux propos de Cédric? Est-ce que tu as les moyens aujourd'hui similaire à d'autres acteurs, justement, pour dire maintenant, je vais me concentrer sur la création de valeur. Ce n'est pas une question de régulation, ce n'est pas une question de gap culturel en Europe, on peut y arriver. Tu les as ou il te manque quelque chose? Alors d'abord, bonjour Cédric et merci beaucoup Laurent de m'avoir invité. Moi, c'est toujours un plaisir de participer évidemment à ces moments de l'Axel, toujours extrêmement riches et la plupart du temps interactifs en personne. Donc là, je pense qu'il y aura des questions et on les prendra avec plaisir. Moi, j'ai envie, en écoutant évidemment ce que disait le ministre et ton interrogation, le paiement, quand on essaye de se le simplifier à l'extrême, et ce que je fais souvent, parce que c'est un univers complexe, on le sait tous, même si à l'Axel, il y a beaucoup de spécialistes, pour moi, il y a 3 grandes couches. Il y a sur ta question qui est de savoir ce qu'ont à faire les entrepreneurs et jusqu'où les pouvoirs publics doivent agir, peuvent agir ou supporter des ambitions qui sont soit au service de l'économie et de sa croissance, soit de la numérisation du petit commerce ou du moyen commerce, soit pour des questions d'indépendance ou de souveraineté. La première chose, il y a la monnaie. Personne ne discute que la monnaie, c'est un attribut de puissance publique absolue, c'est régulé, c'est contrôlé par la Banque centrale, ça appartient à un écosystème public. Et la monnaie, c'est effectivement, comme le rappelait Cédric, un attribut absolument du pouvoir régalien, qu'il soit européen, national ou dans les autres pays. Ensuite, sous la monnaie, il y a les marques de paiement. C'est vrai que de ce point de vue-là, il est clair que l'Europe avait clairement créé l'euro, mais elle a quelque part, elle s'était un peu arrêtée au milieu du chemin et elle avait un peu raté l'échelon de la marque européenne de paiement. Et résultat, on était dans un entre-deux. Il nous restait dans certains pays des marques domestiques et dans l'autre, on avait l'euro et quelque part, il était transporté en Europe par le truchement d'autres marques non européennes. C'est le sujet, on y reviendra peut-être, que le pays essaye d'adresser. Et ça, c'est à la confluence entre une vision d'indépendance pour transporter notre monnaie et puis évidemment un projet business. Parce que les autres marques de paiement qui coexistent, ce sont des entreprises. Elles font de l'innovation, elles investissent massivement. Donc ça ne peut pas être un projet exclusivement public. C'est pour ça que j'ai trouvé que depuis l'origine, c'était très bien qu'il soit porté par des acteurs bancaires, que ce ne soit pas un diktat réglementaire, mais c'est très bien aussi qu'il soit fortement encouragé par les puissances publiques. On reviendra en détail sur le pays un peu plus tard. Et enfin, il y a la question des opérateurs de services de paiement. Et ta question, c'est de dire, est-ce que Worldline a ce qu'il lui faut pour réussir son projet d'entreprise? La réponse, elle est jusqu'à présent tout à fait. Tout à fait. Je pense que nous, on s'est engagé dans cette aventure il y a maintenant plus de 6 ou 7 ans, en étant convaincu que l'Europe, qui désormais avait l'euro, pouvait jouer fondamentalement la consolidation européenne du paiement, parce que le paiement, c'est un métier d'économie d'échelle, parce que les commerçants sont de plus en plus internationaux, qu'ils soient avec des réseaux physiques ou des réseaux en ligne, parce que les banques ont besoin d'économie d'échelle pour baisser leurs coûts de production et conserver des métiers d'émetteurs dans lesquels, malgré la baisse des prix en Europe, qui est un des continents les plus compétitifs du monde quand on en vient sur les commissions d'interchange, les banques ont besoin de gagner bien leur vie dans le paiement, d'où le fait que quand on leur apporte les volumes européens, on leur permet de faire un meilleur business et du coup, elles aident leurs clients à adopter les meilleures innovations et les dernières technologies. Et ça, c'est le cœur du projet de Worldline, ce qui fait que jusqu'à présent, non seulement l'Europe n'a pas du tout été un frein, les pouvoirs publics nous ont plutôt laissé faire avec beaucoup d'enthousiasme et nous ont accompagnés, que ce soit nos régulateurs dans différents pays, que ce soit les autorités de concurrence qui jusqu'à présent ont fait leur job mais n'ont pas considéré qu'il y avait un risque antitrust. C'est l'inverse, l'Europe est beaucoup trop fragmentée, il y a encore beaucoup à faire. Et évidemment, il reste encore énormément à faire pour donner à l'Europe, dans ce métier comme dans plein d'autres, un champion à la taille de notre continent, qui est la 2e monnaie du monde, mais qui curieusement était dans le paiement resté soit un nain sur les services industriels, et c'est ça que Worldline essaye de faire, c'est d'arrêter notre excessive fragmentation et d'apporter à l'Europe un champion, enfin le terme est un peu connoté, mais en tout cas un acteur à la taille de la compétition mondiale.
Et évidemment, on était totalement absent de la couche des marques de paiement, ce qui, de mon point de vue, est une aberration totale. Et je suis très heureux d'avoir vu ces 16 banques s'asseoir et lancer ce projet, malgré le fait qu'on était dans une année un peu bizarre, parce que c'est le bon moment, et ça me permet de revenir sur ton premier point. Et comme le disait Cédric, moi je ne crois pas non plus que les crises retournent les tables et nous font faire des 180 degrés. Il est clair que le Covid va nous avoir fait gagner peut-être 2, peut-être 3, peut-être 5 ans sur la dématérialisation du cash. Et c'est un très bon moment pour lancer une très grande initiative ambitieuse dans le paiement électronique, que ce soit sur les marques de paiement pour la consuite de la consolidation, parce que ça veut juste dire qu'on aura plus de volume pour faire des business cases plus intelligents, pour investir davantage, parce qu'on a juste accéléré la maturité vers le digital en général et dans le paiement en particulier, parce qu'on n'est jamais, nous, qu'au service du commerce et des porteurs de moyens de paiement. Je vais revenir à Cédric sur un point dans une seconde, mais j'aimerais te poser la question à toi en premier. On a cité plein de fois le mot souveraineté finalement, mais c'est un sujet, la souveraineté, je fais exprès, c'est mon rôle, c'est un sujet, la souveraineté finalement dans le paiement, parce que moi finalement en tant que consommateur, moi je veux acheter, je vais caricaturer un peu, mais vous me bassinez, moi si c'est sur Amazon ou autre chose, Amazon me rend un très bon service, alors pourquoi je ne le prendrais pas? Et si ma carte Visa et Mastercard marche bien, pourquoi ça serait un sujet de le faire avec EPI? Là je parle en tant que consommateur, est-ce que c'est un sujet? Parce que finalement mon GPS, je me suis habitué depuis des années à avoir un truc qui dépend des Américains, même si je ne le sais pas forcément, mais c'est la réalité. Donc, est-ce que c'est un sujet et si oui, pourquoi? La question à vous deux et je pense que vous avez chacun un avis. Oui, enfin, on peut le prendre sous l'angle de l'indépendance et ça, quelque part, moi, je ne veux pas sortir de ma condition. Moi, je suis qu'un chef d'entreprise et moi, je n'ai pas de légitimité pour dire quelle est la bonne organisation globalement du niveau de contrôle qu'ont les pouvoirs publics sur un certain nombre de couches importantes de l'économie. J'observe juste que, de manière générale, lorsqu'on est totalement absent d'un secteur donné, il y a un prix à payer pour la dépendance vis-à-vis des autres. Ce prix, ça peut être un prix effectivement économique. S'il y a des oligopoles qui se créent, il peut y avoir un surcroît de pouvoir de tarification. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est même ton intérêt de consommateur, c'est l'intérêt des commerçants que l'Europe ait à cœur d'avoir une offre compétitive face à des alternatives. Ça ne doit pas être un monopole de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut juste qu'à minima, l'Europe occupe l'espace. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire à l'échelle d'un industriel des services de paiement. J'ai souhaité qu'on occupe un espace qui, sinon, un jour ou l'autre, serait consolidé par quelqu'un d'autre. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est bien l'intérêt des pouvoirs publics, ne serait-ce que de se préoccuper qu'il n'y ait pas un trou dans la raquette et qu'on soit dans une situation de dépendance totale à l'égard d'un certain nombre de marques, trop limitées pour qu'on ait une authentique concurrence. Ne serait-ce que dans l'intérêt de la protection des consommateurs et des commerçants, voire des banques émettrices de ces moyens de paiement. Et de la même manière, ensuite, quand on monte à l'échelle du dessus, qui devient de plus en plus régalien, moi, je peux comprendre, et quelque part, pour le coup de ma vie antérieure, j'avais les mêmes préoccupations, mais là, c'est plus un souvenir que dans ma légitimité actuelle, qu'à la fin, on parle de quoi quand on parle d'une marque de paiement? On parle du réceptacle dans lequel va circuler la monnaie de nos paiements domestiques à l'échelle européenne. Et je peux comprendre que c'est important qu'il y ait à tout moment une alternative sous le contrôle des régulateurs, que ce soit la Banque centrale ou les autorités politiques, de se dire, si un jour les relations géostratégiques se tendent au point que cette dépendance peut devenir problématique et que sur l'instruction d'une autre puissance, on peut décider d'interrompre les opérations normales de paiement électronique, juste pour rappeler qui commande, eh bien évidemment, l'Europe souhaite avoir une alternative pour ces paiements de détail sous son contrôle, régulé ici, ancré ici, qui lui garantit son autonomie opérationnelle. Après tout, la grande crise du Covid, elle nous révèle aussi quelque chose d'important, c'est que l'innovation, c'est super, et ça va le rester, mais la résilience et la capacité à garantir la continuité opérationnelle de nos métiers, c'est extrêmement important. Et moi, je vois dans EPI aussi, quelque part, une préoccupation des pouvoirs publics. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont laissé les banques faire et qu'ils ont plutôt émis des messages très encourageants. C'est que ça participe de la souveraineté au sens continuité opérationnelle du continent. Je reviendrai encore une fois sur EPI après, mais donc Cédric, la même question, cette souveraineté, c'est un vrai sujet dans les paiements? Je pense qu'il y a deux sujets, et Gilles les a bien résumés. Il y a un sujet de monopole/oligopole et un sujet de souveraineté. Et du point de vue du consommateur, le sujet le plus immédiat, c'est le sujet de monopole-oligopole. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une concurrence limitée dans un secteur où les choix et les options sont assez limités, les tarifs ont tendance à augmenter. Et on voit d'ailleurs ce qui est en train de se passer dans le domaine des paiements. Donc du point de vue du consommateur, plus il y a de concurrence,
mieux c'est. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, grosso modo, il n'y en ait que deux, s'il y en a un troisième, c'était la même chose dans les télécoms à un certain moment, ça a tendance à faire baisser les coûts marginaux, et ça, enfin, en tout cas la dynamique des prix. Premier élément. Deuxième élément, et là je rejoins, je ne saurais que paraphraser ce que vient de dire Gilles, si on fait le parallèle avec ce qui s'est passé sur la question de la production du vaccin ou sur la question des masques pendant la question de la pandémie. On ne peut pas écarter un changement lié à une pandémie, lié à un changement de gouvernement, lié à des transformations profondes dans des sociétés, de relations dans les relations géostratégiques internationales. Et si on n'a pas la capacité d'avoir le choix, l'objectif, c'est pas de créer un monopole européen sur les paiements européens. L'objectif, c'est qu'on ait toujours le choix. C'est le cas dans le cas des paiements, c'est le cas de la problématique qu'on rencontre par exemple dans le domaine du cloud. Si vous n'avez pas le choix, si une partie essentielle de votre économie est régulée et portée par des entreprises qui sont d'abord régulées et qui ont une culture qui est une culture étrangère, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relations internationales et de commerce international, alors vous prenez toujours le risque, sur un élément absolument essentiel de votre économie, de vous retrouver sinon bloqué dans la situation ultime qu'évoquait Gilles, sinon non priorisé dans le cadre d'une très grande tension. Et donc, la souveraineté, c'est d'avoir le choix. C'est pas de mettre fin aux relations internationales, on est une économie interconnectée, c'est créateur de valeur, c'est toujours d'avoir le choix. Et donc, la souveraineté, c'est une question qui est posée, je remonte. On parle de France ou d'Europe? Oui, je suis avec toi, Cédric, pardon. Oui. À ce niveau-là, et s'agissant de structures aussi importantes que celle-ci, compte tenu de l'investissement, etc., et par ailleurs de l'interaction évidente avec la monnaie européenne et avec le marché commun, ça ne peut être qu'au niveau européen. C'est pour ça qu'on aura l'occasion d'y venir tout à l'heure. EPI ne peut marcher que si c'est un projet européen et que ce n'est pas qu'un projet entre des banques françaises et des banques allemandes ou des banques italiennes. On a tellement cité qu'on va en parler maintenant, on ne va pas y revenir tout à l'heure, donc je vais rester dessus. On parle de paiement d'Europe, donc approfondissons un petit peu plus sur ce EPI. Je vais peut-être d'abord, parce que même si on a plutôt des experts du paiement dans notre auditoire, je vais peut-être demander à Gilles de nous redresser un petit peu le tableau d'EPI en une minute pour qu'on sache un peu de quoi on parle, sinon on ne parle que d'un acronyme. Et puis après, je reprendrai la parole juste pour poser mes autres questions à vous deux. Oui, écoute, moi je vais en parler avec beaucoup de modestie parce que ce n'est pas moi qui le porte aujourd'hui. Hein. C'est les 16 grandes banques européennes qui se sont mis autour de la table et ont travaillé plus d'1 an. Mais enfin, je rappelle juste pour les besoins effectivement de ta question que c'est l'idée de créer en Europe ce chaînon manquant, c'est-à-dire une marque pan-européenne de paiement de détail qui, telle qu'elle a été définie par les 16 banques, dont d'ailleurs une très forte contribution des banques françaises et aussi allemandes, serait un schéma de paiement nouveau qui aurait un format carte pour le paiement en magasin, schéma carte 4 coins, tel qu'on le connaît évidemment pour les membres de l'Axel, donc reposant aussi sur des commissions d'interchange pour les émetteurs et un certain nombre de règles de fonctionnement de scheme qui apporteraient toutes les garanties nécessaires à la fois aux payeurs et aux commerçants. Et d'autre part, ce qui est à mon avis très innovant, et c'est là je trouve que le concept a été très bien pensé, un moyen de paiement qui, lorsqu'il serait utilisé en ligne ou pour les besoins de paiement peer à peer, et également pour être utilisé in-app par des paiements déclenchés à travers un smartphone ou demain des machines qui reposeraient là-dessus, emprunterait les rails de l'instant payment, avec aussi probablement un certain nombre de scheme rules à définir, parce que ça ne peut pas être qu'un paiement instantané tel qu'il a été jusqu'à présent défini, mais qui rentabiliserait une partie de nos investissements collectifs dans l'instant payment. Je trouve franchement qu'une des chances importantes, et c'est moi le premier, j'arrêterai mon commentaire là, c'est vraiment penser une marque de paiement de détail pour le 21e siècle, et nativement penser pour son fonctionnement dans ce monde hybride qui est à l'évidence après le Covid encore plus important, qui est que le commerce est un omnicommerce, que le commerce est fusionnel entre sa dimension online et sa dimension physique. Et je pense que la grande chance de l'Europe d'avoir eu peut-être un coup de retard sur ce sujet-là, c'est d'en faire un avantage compétitif innovant en imaginant nativement, from scratch, le moyen de paiement du 21e siècle dans le monde digitalisé, hybride qui est le nôtre. Je vais revenir à toi, Cédric, dans un instant, mais pour bien poser le tableau, parce qu'il y a eu des remarques ce matin, peut-être entre experts qui échangeaient, il y a des mots qui sont tombés. La gouvernance de PI, c'est quoi? C'est que des banques ou il y a d'autres types d'acteurs?
Alors aujourd'hui, ça a été porté par 16 banques et je pense que ces banques, à l'origine, elles avaient probablement besoin de le démarrer comme ça parce qu'il fallait déjà qu'il y ait des porteurs. Aujourd'hui, elles ont clairement décidé, elles ont aussi souhaité avoir probablement une gouvernance plus inclusive que par le passé, hein, sur une précédente tentative qu'on connaît tous dans l'industrie du paiement qui avait avorté en 2008 et elles commencent à inviter notamment des entreprises comme nous à rejoindre cette initiative au même rang que les banques pour en faire un projet d'écosystème, ce qui, à mon avis, est la très, très grande avancée qui sera peut-être acquise dans les jours qui viennent, c'est que ce ne soit pas qu'un projet d'émetteur, c'est que ce soit un projet de l'écosystème du paiement européen. Et à mon avis, c'est une condition de succès maîtresse parmi d'autres, mais très certainement fondamentale. Je vais revenir à toi dans un instant, mais je voulais poser la question à Cédric sur ce projet européen. Moi, effectivement, je fais partie des cheveux blancs dans le paiement et je me rappelle de ces précédents projets. Et j'ai en même temps une envie que ça fonctionne et en même temps, honnêtement, ça part avec un biais cognitif, quoi. Je me dis, c'est encore un truc avec des réunions qui va être très sympathique, mais en attendant, les autres, ils font et ils agissent pendant que nous, on va faire des réunions pour définir un truc. Donc, est-ce que, pour toi, comment faire pour que ça marche cette fois ? C'est une très bonne remarque. Et là, c'est plutôt le secrétaire d'État au numérique instruit un peu par ce qu'il a vu de ce qui marchait ou de ce qui ne marchait pas. Je pense que d'abord, c'est essentiel comme initiative. Et c'est une excellente chose que des banques françaises et européennes se soient mis autour de la table pour lancer cette initiative. Je pense que d'un point de vue économique et d'un point de vue souverain, c'est une initiative absolument essentielle. Je pense qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui vont faire que ça va marcher ou que ça va être ce que tu as dit, c'est-à-dire un espèce d'initiative extrêmement diverse et brownienne qui ne débouchera pas sur quelque chose d'extrêmement agile. Le premier élément, c'est que on a besoin de faire de cet élément-là un élément européen. On a une question de masse critique qui est de faire en sorte que ce soit l'ensemble des grands pays européens, en tout cas qui ont des systèmes financiers importants, et des banques importantes, qui soient engagées là-dedans, faute de quoi Visa et Mastercard, comme savent souvent le faire les Américains, joueront de notre division et réussiront à limiter la portée de l'initiative. Premier élément. Deuxième élément, c'est que ça ne peut pas être un projet où ce qui nous rassemble est le plus grand diviseur commun. Enfin, en tout cas, ce qui rassemble ceux qui s'investissent est le plus grand diviseur commun. Si on veut que ça réussisse, et c'est la leçon éternelle de la technologie, le sujet, c'est l'agilité et l'expérience utilisateur. Pour le dire autrement, ce projet, pour moi, si on veut qu'il réussisse, doit être un projet technologique et pas un projet de fédération bancaire. Je le dis vraiment sans aucune acrimonie à l'égard des uns ou des autres. D'ailleurs, c'est la discussion que j'ai quand je rencontre des patrons de grandes banques. Je dis, il faut que ce soit un projet technologique, que ce soit mené comme une start-up technologique qui apporte une solution à un problème en ayant en tête l'expérience utilisateur. Et quand je dis l'expérience utilisateur, c'est celle des autres acteurs du système, jusqu'à probablement la question des clients, entre guillemets, c'est-à-dire de ceux qui vont déployer le système, et des commerçants et des e-commerçants. C'est-à-dire, je pense que c'est très bien qu'on prenne les différents étages de la chaîne de valeur, mais si on veut aller jusqu'au bout d'en faire un projet d'écosystème, il faut aller jusqu'au bout, et c'est-à-dire au-delà des grandes banques, faire en sorte que les clients soient inclus, à mon avis, même peut-être dans la gouvernance, parce que là, dans ce cadre-là, on peut réussir à inverser la logique. Et donc, il faut surtout le piloter comme une start-up de l'écosystème et pas comme un GIE qui a tous les avantages politiques de la structure, mais qui n'a aucune des caractéristiques qui sont celles qui permettent à telle ou telle entreprise de la tech de réussir. Alors, pour être tout à fait honnête, j'adore le discours et c'est ce qui m'a donné envie de t'inviter puisque tu as évoqué ce sujet à la Banque de France récemment et je me suis dit, tiens, il le dit. Mais alors, je vais continuer sur ce point-là, je vais te poser la question après Gilles, mais c'est plus délicat, c'est tes clients. Cédric, c'est pas ses clients. Comment on fait ? Une fois qu'on a dit il faut travailler en start-up et il ne faut pas que ça soit un GIE avec que des banques. Alors pour l'instant, ça ressemble à un GIE et il n'y a que des banques. Alors j'ai entendu que ça allait s'ouvrir. Enfin, à la fin, ça reste quand même des grandes entreprises qui toutes se sont beaucoup agilisées ces dernières années. Je veux dire, les grandes banques sont infiniment agiles aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans. Elles font énormément de choses en open innovation, etc. Ce n'est pas le problème. Mais c'est le problème de travailler ensemble, entre institutions concurrentes ou partenaires, dans différents pays. Et comment on fait pour faire exactement ce que tu viens de dire, une fois qu'on l'a dit ? Je pense que ça se règle par des mécanismes très clairs de gouvernance. C'est-à-dire, il faut
faire en sorte que dans la gouvernance, tout le monde soit représenté, mais qu'on laisse la bride sur le coup à la personne qui sera chargée, au PDG qui sera chargé de développer cette solution. Et ça, je pense que c'est pas du tout dans la main de l'État, c'est dans la main des patrons des banques et des parties prenantes à cette initiative, de se dire et d'avoir la maturité pour penser cela. Ce qui me rend optimiste, c'est que dans la maturité de la relation de l'économie française et de l'écosystème français à la question de ces startups et à la question de la réussite numérique, on a beaucoup progressé. Donc je pense, je sens une certaine progression dans cette maturité-là. Ça nécessitera une décision assez forte des patrons des grandes banques françaises et d'ailleurs de ceux qui sont impliqués dans cette aventure-là. Il faut avoir le courage de prendre cette décision, mais sans cela, il est probable, en tout cas c'est mon sentiment, qu'on ait des difficultés à réussir. Gilles, quand même, je te pose la question, même si je sais que c'était client. Oui, mais d'abord, encore une fois, moi je salue l'initiative qui a été portée par 16 banques et je suis tout à fait d'accord évidemment avec ce que disait Cédric. Spontanément, je pense que ce n'est pas un projet contre, c'est un projet pour. C'est un projet qui, aujourd'hui, semble véritablement répondre à une vraie aspiration, peut-être aussi une prise de conscience de la nécessité par ces banques de retrouver une forme aussi de maîtrise sur une brique essentielle du paiement digital qui, à l'échelle domestique, est aujourd'hui sous leur contrôle. Personne ne peut discuter que carte bancaire en France, ça a créé beaucoup de valeur et c'est des banques qui l'ont fait. Personne ne peut discuter que Girocard en Allemagne, ça a créé beaucoup de valeur et les banques allemandes y sont très attachées. Je peux faire le même film à travers toute l'Europe. Donc je pense que transposer ce qui a été des succès historiques nationaux à l'échelle européenne, c'est juste indispensable. Parce qu'on voit bien, et tu posais la question nationale ou européen, mais tu le sais mieux que personne, c'est une question purement, j'ai envie de dire, de plateau, de rhétorique, parce que fondamentalement, dans le paiement, il n'y a évidemment pas d'avenir pour l'Europe à ne pas jouer sa dimension européenne, qui est celle de sa monnaie. Tout le reste est voué à l'échec. C'est vrai dans la consolidation des plateformes de paiement industrielles, où désormais le jeu est à minima européen, juste pour avoir une chance de pouvoir jouer aussi un jeu mondial. Et c'est évidemment vrai pour une nouvelle marque de paiement qui a face à elle des gens qui jouent la carte européenne nativement. Et encore une fois, c'est très bien la compétition. Visa et Mastercard ont créé, on le sait tous, une valeur considérable en nous permettant d'ailleurs de faire fonctionner le marché intérieur parce que nous n'avions pas chez nos manquants. Je pense que l'idée d'amener un nouveau concurrent est juste extrêmement salutaire et ne veut pas dire que c'est contre les autres, c'est juste parce que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas cette dimension portée aussi par les banques européennes. Et quelque part, on est un peu condamné au succès dans cette affaire. Parce que je pense très sincèrement, c'est aussi pour moi une des raisons pour lesquelles je suis extrêmement positif sur l'engagement de ce projet par les banques, parce qu'elles savent qu'il n'a de succès qu'à l'échelle intra-européenne. Cédric a parfaitement raison. Ce qui a manqué probablement pour le lancer plus tôt, c'était l'échelon de gouvernance. C'est très très bien qu'un certain nombre de banques se soient assis ensemble pour le faire dans une gouvernance authentiquement européenne. Et c'est très bien aussi, peut-être, que dans les jours ou les semaines qui viennent, le cercle des gens qui vont participer s'élargisse. Mon dernier commentaire là-dessus, c'est un projet business. Il faut que ce soit un projet business. Il faut que ce soit un projet qui ambitionne de créer un nouvel actif digital et de paiement en Europe, qui n'a pas de raison de se voir, comme disait Cédric, fondamentalement comme un GIE, mais qui a une raison de se dire, après tout, quand je regarde les marques de paiement dans le monde aujourd'hui, je pense que si on totalise la capitalisation des 4 premières marques de paiement qui doivent être toutes américaines, ça doit être PayPal, Amex, Visa et Mastercard, on doit être au niveau du $1 trillion. Hein, et en Europe, je pense qu'il n'y a pas une marque de paiement qui vaut quoi que ce soit aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas mettre une valeur sur carte bancaire ou sur Girocard. Donc c'est juste pas normal. C'est juste pas normal que le continent qui a la deuxième monnaie du monde ait cette espèce d'absence d'actifs qui, à l'évidence, quand il crée une vraie valeur business pour les commerçants et les parties prenantes, peut valoir aussi une vraie valeur authentique. Et après tout, dans le monde digital, créer des actifs digitaux, ça participe de notre responsabilité collective à nous, Européens. Ou alors, il ne faut pas se plaindre, effectivement, qu'on n'a pas de moteur de recherche, qu'on n'a pas de réseau social. On n'a jamais vraiment tenté de les créer à l'échelle qu'il fallait aussi. Je suis sûr que Cédric a un avis sur ça. Laurent, si je peux, j'ai envie de réagir parce que je pense que le mot le plus important de ce qu'a dit Gilles, c'est il ne faut pas le faire contre, il faut le faire pour. Et ce que moi j'aime quand je rencontre des entrepreneurs, cette nouvelle génération d'entrepreneurs dans la tech française, c'est qu'ils n'ont aucun complexe
à l'égard des géants américains ou des géants chinois. Si on fait cette initiative, j'ai la même réaction dans le e-commerce. Le sujet, c'est pas de créer des barrages contre le Pacifique. Le sujet, c'est pas de se dire on va résister aux Américains et aux Chinois. Le sujet, c'est d'être meilleur qu'eux. C'est de se dire, bon sang, on n'a rien à envier aux Américains et aux Chinois en termes d'innovateurs, en termes d'ingénieurs. On a les meilleurs chercheurs du monde, on a les meilleurs innovateurs du monde, on a les meilleurs entrepreneurs du monde. Et quand les Américains nomment des patrons de l'intelligence artificielle, ils nomment des Français. Bon, eh ben, on sait faire en France et en Europe mieux que les Américains et les Chinois. Et on va le faire. Il faut juste se dire que notre sujet, c'est pas de limiter la part de marché d'Amazon. Notre sujet, je prends ce parallèle qui m'a beaucoup agacé dernièrement. Notre sujet, c'est de faire mieux qu'Amazon. C'est d'être meilleur en service client qu'Amazon. C'est d'être meilleur en projet technologique et en expérience utilisateur que Mastercard et que Visa, parce qu'on sait le faire. Mais c'est pas d'essayer de limiter le scope de ceux qui réussissent. Il faut que les régulations fonctionnent. Il faut que les gens respectent les règles dans les secteurs ou dans les domaines où ils posent problème. Mais notre sujet fondamental, c'est pas de résister. Notre sujet fondamental, c'est de faire mieux que les autres. Est-ce qu'on n'a pas culturellement honte d'essayer de réussir, justement? On se cache derrière j'ai besoin de régulation ou quelque chose. Tout à l'heure, tu as cité le mot champion, mais tout de suite, tu as mis des guillemets. Un Américain, il dirait champion, il fera sourire. Est-ce qu'on n'a pas, nous, Français, Européens, on n'ose pas dire qu'on réussit, dire qu'on est les meilleurs? Là, tu le fais, toi. Mais est-ce que dans le business, on le fait assez? Parce que toi, qui croises beaucoup d'entrepreneurs dans ta vie de tous les jours, tu as l'impression qu'on le fait assez, à part les start-upers qui ont une autre dynamique. Pardon, tu poses la question à Gilles ou Non, pardon, c'est vrai que je te regarde, c'est très compliqué. Je parlais à toi, Cédric. J'ai un écran où je vois Cédric, et donc je regarde Cédric. Mais vous ne le voyez pas, c'est très frustrant. Non, écoute, c'est pas vrai. D'abord, pour moi, l'histoire française et la réussite française et le modèle social français, c'est les innovateurs français, des frères Montgolfier, à Pierre et Marie Curie, à tous ceux qui ont fait dans le ferroviaire, dans l'aéronautique, dans la chimie, la savoir-faire française à la fin du 19e, enfin avant la fin du 19e, mais particulièrement avec cette accélération à la fin du 19e. Ce sont les ingénieurs français qui ont créé le nucléaire français et qui ont recréé l'aviation française après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a cette histoire-là profondément ancrée en nous. Et cette histoire, nous sommes en train de la recréer parce qu'il y a des capitaines d'industrie comme Gilles, parce qu'il y a des entrepreneurs français qui aujourd'hui créent des entreprises pour être des leaders mondiaux. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir une espèce d'hémiplégie dans notre considération de l'écosystème économique français. Il y a une ébullition actuelle telle qu'on ne l'a pas connue dans les dernières années. Je pense qu'il y a une désinhibition de la part d'une partie de nos entrepreneurs qui, moi, me rend extrêmement optimiste. C'est-à-dire, même pendant la pandémie, la French Tech, les startups françaises vont lever cette année plus d'argent qu'elles n'en ont levé l'année dernière. Pour la première fois, on va passer devant les Allemands en termes de montant levé par notre écosystème numérique. On va être la première économie de l'Union européenne. Les Anglais sont toujours devant, mais on va finir par les bouffer aussi. Et donc, il y a des choses qui se passent extrêmement bien. Et je pense que l'esprit français, c'est pas de regarder dans la soupe du voisin pour se demander si elle est plus chaude ou plus froide que la nôtre. L'esprit français, c'est de se dire qu'on a quelque chose à apprendre au monde, qu'on a quelque chose à porter, d'ailleurs en termes économiques comme en termes de valeur, mais que pour cela, il faut juste continuer à innover, continuer à être nous-mêmes et se dire qu'on va être meilleur que les autres. Excuse-moi, je me permets de réagir parce que tu le sais, à titre personnel et professionnel, je travaille beaucoup aussi avec les startups et je les soutiens beaucoup, en particulier dans le monde de la fintech. Néanmoins, là, on a une ancienne fintech, tu ne me voudras pas te dire ça, une fintech âgée. Je le suis toujours, j'espère bien. Mais ce que je veux dire, Worldline est une de nos plus belles réussites technologiques. Je le rappelle, c'est une de nos 2 entreprises qui se sont introduites en bourse à une valeur de plus d'1 milliard d'euros depuis 1996 dans le domaine de la technologie. Il y a Worldline et Dassault Systèmes. Merci de le souligner. Merci Cédric. Ce que je voulais souligner, c'était que c'est extrêmement important de suivre tous les indicateurs que tu as soulignés et on les suit avec attention et on espère contribuer tous modestement à ces résultats. Mais on a beaucoup à l'Axel aussi des ETI comme Worldline, Ingenico, etc. et des grands groupes qui ont aussi énormément d'actions d'innovation, énormément de nouveaux produits sur lesquels il n'est pas fort plus difficile de mettre la lumière parce que c'est moins sexy. Je ne vais pas citer les marques, ça ne leur fera pas plaisir, mais ce qui est vrai, c'est que c'est moins sexy pour un journal que de parler de la dernière start-up qui peut-être fait le même produit avec beaucoup moins de clients, mais c'est plus joli parce qu'ils viennent de le créer. Comment on fait aussi pour soutenir toutes ces innovations de tous nos grands groupes français qui sont aussi bons et qui font aussi beaucoup de choses avec les startups? Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est bien sûr ensemble. Non, je parle beaucoup des startups par tropisme, mais
je pense deux éléments. D'abord, l'accélération de la digitalisation et de l'innovation dans les grands groupes a pris un coup d'accélérateur dans les derniers mois et années qui est inédit. À titre personnel, dans un grand groupe français, je me suis occupé de cette question de la numérisation et de la transformation. Et ce que je vois de la dynamique depuis quelques mois me semble extrêmement intéressant. Et je pense que le Covid a clos le deal, c'est-à-dire que c'est plus une question. On pouvait se poser des questions dans la tête des dirigeants, mais c'est plus une question. On sait qu'il faut y aller, on sait qu'il faut investir. Ça ne marchera pas à chaque fois, mais ce n'est plus un problème et c'est maintenant complètement acquis. Alors évidemment, il y a toujours une question de vitesse d'accélération. Mais je rappelle par exemple que le troisième site de e-commerce en France, c'est Fnac Darty. Ce n'est pas un pure player du numérique. Ça montre à quel point, d'ailleurs c'est Fnac Darty, grâce à une collaboration avec une start-up française. Et donc ça montre bien comment une marque installée avec une marque forte, plus une collaboration avec Miracle, qui est notre dernière licorne, ça peut réussir à faire des choses extrêmement intéressantes. Donc il y a une dynamique dans les groupes français qu'il faut saluer et j'ai l'occasion de le faire assez régulièrement. Le deuxième élément, je pense que c'est indispensable parce que dans le même temps, je pense qu'il faut pousser notre écosystème de start-up, pousser notre écosystème technologique, mais dans le même temps, je pense qu'on ne peut pas vendre aux Français un avenir fait de start-up, fait uniquement de start-up. Je pense que nous ne sommes pas prêts à ça, les Français ne sont pas prêts à ça, et que si on vend aux Français un avenir, on leur dit votre avenir, c'est des jeunes mâles blancs diplômés d'HEC à Station F en Stan Smith, à la fin, on va finir avec les gilets jaunes. Et donc, on doit réussir... Déjà, essaye de faire qu'il n'y ait pas que des mâles. Exactement, j'ai dit mal à dessein. Mais donc, le sujet, c'est que bien sûr, on doit pousser cette innovation-là, ne pas en avoir peur et la mettre en avant, mais on doit réussir la transition numérique de nos grandes entreprises, de nos ETI, mettre en valeur ces ETI qui se transforment et qui sont des réussites absolument exceptionnelles. Et d'ailleurs, c'est souvent grâce au patron parce que voilà, il y a cette agilité-là et cette conviction et cette capacité d'influence du patron et de l'entrepreneur. Mais oui, l'avenir de la France, c'est vraiment ces deux jambes, c'est ces jeunes un peu impolis, un peu irraisonnables, dont une partie va échouer d'ailleurs, il faut le rappeler, mais qui portent haut l'innovation française, et c'est la transformation de ce qui fait et ce qui a fait notre prospérité jusqu'ici, c'est-à-dire ce tissu des grands groupes aux ETI jusqu'aux PME et qui irrigue nos territoires, et on doit réussir ces deux éléments-là. À cet égard-là, le Covid, c'est difficile, mais je pense que c'est aussi une opportunité, comme disait Churchill, il ne faut jamais gâcher une bonne crise, de réussir à prendre le bon tournant et à réussir cette numérisation de l'économie française qui est indispensable. Je vais garder une dizaine de minutes tout à l'heure pour les questions, mais n'hésitez pas à continuer à en poser dans l'application. Gilles, une réaction à ces différents points ? Oui, absolument. Et pour aller évidemment dans le même sens, ce n'est pas juste pour faire plaisir au ministre, mais parce que franchement, on le pratique. Moi, je pense qu'on a aussi beaucoup progressé depuis 10-15 ans dans la capacité à vivre aussi ensemble les groupes de taille intermédiaire comme nous et l'écosystème des startups, des fintech, qui est très dynamique, comme le rappelle Cédric en France. Moi, je suis un acteur pan-européen, et très honnêtement, il y a peu de pays où il y a autant de bouillonnement d'initiatives, et de facto, de plus en plus financées, qui se développent. Je voudrais juste passer 3 messages là-dessus. La première chose, c'est que j'observe qu'elles sont toutes nativement celles qui, franchement, passent le stade de la survie des premières années avec une ambition européenne. L'Europe, dans les métiers de la technologie financière, que ce soit le paiement ou d'autres, c'est juste le terrain de jeu naturel. C'est impensable aujourd'hui d'imaginer qu'on va faire un champion domestique en espérant demain lui faire passer le step d'après. C'est l'Europe dans le paiement et c'est évidemment l'Europe pour ces fintechs. La deuxième chose, c'est que nous, on travaille évidemment, je parle de Worldline, notre développement, c'est aussi d'entraîner avec nous, parce que c'est bon pour notre business et c'est bon pour nos clients, un écosystème de fintech et de start-up, pas que françaises d'ailleurs. Nous, on a beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Le plus important d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le e-Payment Challenge, où chaque année, on associe des très grands corporates clients de Worldline avec des dizaines de fintech qu'on a sélectionnés et qui sont candidates, et on fabrique des solutions concrètes avec leur technologie, nos plateformes, pour le compte de ces grands groupes. Évidemment, je voudrais juste en saluer un qui est vraiment extrêmement présent à nos côtés, c'est Accor, qui est avec nous depuis l'origine et qui franchement investit beaucoup d'énergie à nos côtés. Et pour lui-même après, travailler avec ces fintechs pour notre chemin. Par exemple, il y a 2 ans, une fintech toulousaine extraordinaire qui s'appelle Copsonic, qui est spécialisée dans la sécurisation de transactions par ultrasons
est devenu un partenaire industriel de Worldline pour traiter et essayer d'imaginer de nouvelles façons d'authentifier des paiements en utilisant le truchement des ultrasons, parce que les smartphones ont des micros, parce que c'est facile d'avoir évidemment également des terminaux de paiement qui peuvent capter des ultrasons. Et en travaillant avec eux, on voit des nouveaux use cases et des solutions à des problèmes qu'on ne savait pas résoudre. Donc pour moi, franchement, il n'y a pas d'opposition dans le développement d'un écosystème qui lui aussi est ouvert et intégrateur, et c'est fini l'opposition stérile, les grands contre les petits. Je pense franchement que tout ce qui a été fait ces dernières années par la BPI et par les gouvernements, y compris évidemment celui d'Emmanuel Macron et avec Cédric, ça a été d'enrichir cette logique d'écosystème, alors qui est particulièrement pertinente dans le paiement, comme on le sait tous, qui est un écosystème naturel. Et enfin, la dernière chose, c'est que, je reviens là-dessus, je pense que fondamentalement, cette ambition qu'on doit avoir, enfin, je ne peux pas en parler évidemment aussi bien que le ministre, moi je reste qu'une entreprise, mais par définition, comme Cédric le disait, je pense que la France a été, si je prends mon domaine du paiement, un acteur leader mondial dans la monétique. Ça a donné naissance à Gemalto, ça a donné naissance à Ingenico. Je pense qu'il n'y a absolument aucune raison d'imaginer que dans les services de paiement digitaux, l'Europe ne nous donne pas le meilleur cadre pour fabriquer des leaders mondiaux. Je rappellerai juste 3 évidences. L'Europe, c'est le continent le plus innovant du monde en termes de régulation. On a une avance sur les autres continents qui est considérable, on ne se le dit pas assez. On est le premier continent qui a déployé le paiement instantané. On est le premier continent qui déploie l'open banking à grande échelle. On est le premier continent qui a régulé les interchanges à un niveau qui est parmi les plus bas du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs qui sont capables d'opérer de manière efficace en Europe sont sans doute les plus performants pour aller au-delà de l'Europe avec des bases de coûts et des technologies extrêmement avancées. C'est d'ailleurs ce qu'on entend bien faire. La deuxième chose, c'est qu'on peut s'aider nous tous. Les startups aujourd'hui, elles ont besoin d'exploiter l'open banking. Bon, juste une seconde de promo, t'en as fait, tu me permets. On vient d'annoncer aujourd'hui que Worldline a mis en place 2800 connexions sur notre plateforme centrale pan-européenne avec 2800 banques qui permettent à une fintech qui voudrait faire de l'agrégation de comptes, qui voudrait faire de l'accès ou de l'initiation de paiement, de se connecter une fois à Worldline, et nous, on la connecte à 2800 comptes. C'est aussi ça, le bénéfice de fonctionner en écosystème. Elle n'a pas à créer 2800 connexions, ce qui l'épuiserait. Elle bénéficie de l'effet d'économie d'échelle des plus grands groupes, et elle se focalise sur sa proposition de valeur. Je pense qu'il y a énormément de valeur devant nous à travailler comme on le fait aujourd'hui, et davantage encore en écosystème. Et moi, je pense qu'on a évidemment besoin de toutes les strates de l'économie, des groupes très innovants, provocateurs, disruptifs, dont peut-être certains d'entre eux franchiront pas le cut, mais aussi les grands groupes qui apprennent à se nourrir de cette innovation et à les embarquer avec eux sans les acheter. Il s'agit vraiment de partenariats business. Et moi, je suis très heureux de voir que nous, on en signe maintenant des dizaines par an pour le bénéfice mutuel des deux parties. Cédric, Gilles, une question pour vous deux, en fait, l'un au chapeau politique et l'autre au chapeau industriel. On a beaucoup parlé de pays, c'est normal parce que c'est une actualité, mais finalement, quand on parle de paiement digital et d'Europe, c'est plus vaste que ça. Le pays est un des instruments, un des outils. Si vous deviez en 2 minutes brosser ce que pourrait être ou devrait être une stratégie européenne des paiements, parce que ne nous leurrons pas, les Chinois en ont une et les Américains en ont une. Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent en tête naturellement? Peut-être je commence par Gilles, parce que tu avais la parole, et je rebondirai sur Cédric. Oh, bah, tu sais, c'est évidemment la première chose qu'il fallait, c'est que Cédric a dit un mot très très important précédemment. Il a rappelé que dans le monde, tout commence ou tout échoue fondamentalement d'abord sur la gouvernance. Et la gouvernance, c'est vrai pour une entreprise, mais c'est aussi vrai pour l'écosystème des paiements européens. Je pense qu'il y a eu énormément de transformations ces dernières années dans l'écosystème européen des paiements, notamment la construction d'un certain nombre de consolidateurs, comme Worldline, maintenant comme Nexi et Nets, et un certain nombre d'autres acteurs, et qu'il était important que nous-mêmes, on se structure pour participer à la définition des politiques de paiement. Parce qu'avant, il y a 15 ans, c'était principalement des activités qui étaient logées dans plus de 3000 banques européennes, et l'ensemble du système de régulation parlait essentiellement avec des banques. Désormais, j'observe que l'Europe a complètement pris acte de ça. Nous, on a créé, comme tu le sais, une association européenne des opérateurs de paiement digitaux, qui s'appelle EDPIA, précisément qui est destinée à nous permettre d'offrir aux autorités européennes, que ce soit la Banque Centrale Européenne, que ce soit les associations de marchands, les fédérations bancaires européennes et évidemment l'Union européenne, un point avec lequel notre industrie peut contribuer positivement à cette stratégie. Donc on a créé ça parce que c'était aussi un chaînon manquant de notre industrie. On était apparu, mais on ne s'était pas organisé. Désormais, ça s'est fait. Et évidemment, moi je pense que l'Europe, je le redis, elle n'a non seulement pas à avoir honte de ce qu'elle a fait dans le paiement, elle a réalisé que c'est un avantage compétitif. Elle ne le réalise pas assez.
L'innovation qui a été apportée par la Banque centrale européenne et par l'Union européenne avec la PSD1, la PSD2, la mise en place du CEPA et toutes ces implémentations, maintenant les réflexions clairement sur l'industrialisation du paiement instantané, aussi les réflexions sur les futurs statuts d'un certain nombre d'acteurs pour essayer de s'adapter au retour d'expérience de 15 ans d'implémentation du CEPA. Pour moi, il faut absolument se fixer dans le domaine du paiement cette ambition, et je ne vais pas la documenter plus avant, il faut travailler avec toutes les parties prenantes, d'être juste le continent le plus innovant dans le monde du paiement digital, et en se disant que c'est bien à l'échelle européenne qu'il faut ambitionner de conserver ce statut. La chance veut qu'on l'a, et je vous assure que c'est vrai. Je pense qu'on peut comparer le niveau d'avancement des autres continents. Alors c'est vrai qu'on s'obsède par les Chinois parce qu'il y a Alipay, WeChat Pay, des QR codes et des écosystèmes de réseaux sociaux autour. Mais je suis désolé de dire qu'en open banking, ils sont nulle part. Je suis désolé de dire qu'en matière de protection de la vie privée, ils ont un très très grand train de retard par rapport à la GDPR. Et ils ont aussi probablement devant eux un vrai sujet, c'est que c'est super puissant en Chine, ça va accompagner les Chinois dans le monde entier, mais je pense qu'il y a un bridge important avant de s'établir en Europe pour y opérer directement la marque de paiement en question. Je pense que de ce point de vue-là, l'Europe a encore absolument son territoire à occuper. EPI en est une brique. On entend parler maintenant d'un digital euro. Je pense que c'est un sujet important. Il est apparu un peu en mode défensif par rapport à Libra. Il faut appeler un chat, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas en faire quelque chose d'intelligent si on se met à y travailler, qu'on lui trouve des use cases qui font du sens. Et ça accélérera la dématérialisation du cash. Et donc pour moi, franchement, à partir de maintenant, je n'ai pas envie de faire une description granulaire des composants, mais je pense en revanche que ce qui doit être très clair, c'est qu'il faut qu'on reste et se fixe l'ambition d'être le continent le plus innovant dans toutes les composantes de ce qu'est un écosystème de paiement. Et après, on trouvera certainement énormément d'idées parce qu'il y a énormément de talent, d'énergie et maintenant des acteurs industriels à la taille qui peuvent garantir que lorsqu'on fait une innovation comme l'open banking, d'où mon exemple sur les connexions, on peut la déployer à l'échelle, ce qui sera aussi, je l'espère bien, le cas de pays si un jour il est décidé. Cédric, en fait, la même question. Quelle est ta vision de ce que devrait être la stratégie de la France et de l'Europe, plus particulièrement en matière de paiement et de paiement digital en Europe? Je pense qu'il y a un switch assez important. C'est vrai de l'ensemble des domaines touchés par le numérique qui s'est fait en Europe, de se concevoir non plus seulement comme un marché, bien régulé, où la concurrence est plus forte qu'ailleurs parce que le régulateur, comme le disait Gilles, est assez innovant et prend garde à la concurrence. L'open banking, les différentes directives PSD1, PSD2 sont assez éloquentes à cet écart-là. On loue souvent l'univers concurrentiel des États-Unis, mais comme souvent, l'Europe est très active sur le sujet. Donc, pour passer d'un sujet d'un bon marché bien régulé à un sujet d'un continent qui doit se concevoir comme aussi un continent puissance industrielle avec la nécessité de prendre des initiatives qui ne sont d'ailleurs pas et qui sont d'ailleurs minoritairement de l'initiative des États, mais qui sont aussi des initiatives écosystémiques des acteurs privés parce que c'est finalement eux, dans un monde qui est dominé par l'expérience utilisateur, qui ont une partie de la solution. Et je suis assez optimiste parce que je pense que tout ça, c'est une question d'écosystème, encore une fois pour rebondir sur ce que disait Gilles, et que les effets de réseau de l'écosystème sont lents à produire leurs effets, mais qu'une fois qu'ils sont là, ils sont extrêmement importants. Et on le voit, je ne veux pas faire une focalisation sur la question des fintechs, mais je me souviens très bien, quand j'étais conseiller numérique du président il y a 3 ans encore, on me dit c'est bien la French Tech, ça décolle, mais on ne voit pas le domaine financier et les fintechs décollés, on ne lève toujours pas beaucoup d'argent. 2 ans plus tard, on a eu un certain nombre de très grosses levées. On a eu Lydia, on a eu Conto. October se débrouille très bien, sans parler d'autres startups et entreprises plus établies et un peu plus anciennes. Et donc, je pense que les effets de réseau qui sont en train de se mettre en place sont extrêmement enthousiasmants et qu'on va voir un certain nombre d'acteurs majeurs émerger ou réémerger, ou émerger d'ailleurs à côté d'un certain nombre d'acteurs majeurs qui sont déjà en place, dans les années qui viennent de manière assez mécanique, compte tenu
à la fois l'écosystème financier, économique global autour de la technologie et des fintechs au sens large, mais également des éléments qui se mettent en place. Mais je pense vraiment que le sujet n'est pas tant dans la main des gouvernements, bien sûr, et on le voit d'ailleurs à travers l'action des Chinois avec Alipay ou un certain nombre d'entreprises comme cela, mais n'est pas tant dans la main des gouvernements que dans la main de l'écosystème en sens large, à la fois des entrepreneurs, à la fois des grandes entreprises qui sont installées et qui lancent des initiatives comme EPI, et dans cette alchimie un peu spéciale qui est toujours un écosystème. Puis, puisque tu parles de fintech, juste un mot pour dire qu'il y en a deux qui trépignent de faire un pitch dans 5-6 minutes quand on aura fini, puisqu'en fait on avait deux pitchs fintech qu'on a décalés en fin de session, donc PayTweak et Antelope Solutions, deux jolies fintech françaises. On en reparle dans quelques instants. Est-ce que tu peux rester avec nous jusqu'à 12h35 pour finir les 35, 35, ça ira, mais pas beaucoup. Je ne prendrai pas un scud derrière, ok, on continue. Alors, quelques questions. Rapidement, j'ai reçu des questions dans le fil de conversation. Tu parlais des fintechs et de leur développement. Il y en a certaines, pas toutes, mais certaines qui se plaignent de la difficulté d'implémentation en France des réglementations européennes, pour ne pas la citer, des SP2, et qui fait que, comme tu pouvais le citer tout à l'heure, ça peut donner l'impression, que ce soit vrai ou pas, c'est une autre question, mais que certains veuillent défendre des précarés, et ça empêche des nouveaux usages qui étaient pourtant l'objet de cette DSP2 de se déployer aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient. On pense à l'accès aux comptes, etc., etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau gouvernemental là-dessus, ou juste on en appelle à la bonne coopération de chacun ? Non, je pense qu'on a eu l'occasion il y a pas très longtemps, lors de la journée de l'innovation de la Banque de France, je crois, et de l'AMF, d'en parler notamment avec François Villeroy de Galhau. La dialectique entre innovation et régulation, elle est toujours compliquée. Parce que, oui, la France est une place financière reconnue, elle a donc à cet égard-là un régulateur et des régulations extrêmement fortes. Qui peuvent paraître dans un premier temps comme compliqués pour un certain nombre d'acteurs innovants, qui n'empêchent pas l'émergence d'acteurs innovants, on l'a vu, j'en ai cité quelques-uns, mais qui peuvent paraître compliqués dans un premier temps parce que le régulateur a tendance à défendre, légitimement d'ailleurs, la crédibilité d'une place financière, et pour le dire avec des mots choisis, à être plus regardant que d'autres régulateurs dans le même espace économique sur la question de l'innovation, la question du KYC. On a dernièrement un sujet lié aux crypto et à la lutte contre le blanchiment d'argent, et on voit que la tendance est quand même à préserver la crédibilité d'une place financière. C'est vrai que parfois c'est un peu compliqué, c'est parfois un peu agaçant pour le ministre de l'Innovation qu'on ne se batte pas complètement avec les mêmes armes que nos voisins européens, mais le jour où vous avez craqué le modèle, c'est un facteur de compétitivité et de développement absolument extraordinaire, parce que la puissance des acteurs de la finance française, la puissance de la place financière française, sont aussi liées à la crédibilité de la place financière française. Et donc, il faut vraiment le voir comme assez ambivalent. C'est-à-dire que, oui, c'est parfois un peu plus compliqué, mais le jour où vous avez émergé, la crédibilité de la place financière de Paris, le fait que Paris est en train de gagner, par exemple, la bataille avec Londres sur la relocalisation des activités financières issues du Brexit, le fait que certaines très grandes startups européennes de la finance regardent avec intérêt la place de Paris pour se développer, sont liés à la crédibilité et à la puissance du régulateur. Et donc, il y a ce dialogue un peu maïotique qu'il faut mener entre le régulateur et les innovateurs. Je crois que le régulateur l'a bien en tête, mais il ne faut pas le voir que comme un problème. C'est aussi une part de ce qui permettra de faire émerger en France de très grandes entreprises qui auront la crédibilité de ce régulateur. On voit avec ce qui s'est passé dernièrement en Allemagne, c'est très bien d'être un peu plus léger sur les règles au début. Parfois, ça peut vraiment abîmer l'image entière d'un pays et d'un écosystème financier d'un pays. Tout à fait, on en a parlé d'ailleurs un peu plus tôt ce matin. Une dernière question pour toi et après une dernière pour Gilles. Dans le fil de questions remonte, l'État ou les États européens sont-ils prêts à investir dans le fameux projet EPI dont on parlait tout à l'heure, parce que vous avez tous les deux dit que c'était majeur comme projet, pour démontrer leur engagement et en faire un Airbus des paiements, où le rôle de l'État est-il plutôt de favoriser l'émergence, mais après c'est au privé d'investir? Alors, je pense que si le problème était un problème d'investissement des États, ce serait vraiment très facile à résoudre. Et
suis désolé, je vais le dire avec mes mots, mais il y a un terme qui me choque un petit peu, c'est le terme d'Airbus. Si on fait Airbus et si on fait l'A400M, c'est sûr qu'on va se planter. Le sujet, c'est que les parties prenantes, soit au capital, le voient comme un investissement stratégique, mais surtout qu'ils laissent la bride sur le coup du patron ou du dirigeant de l'entreprise technologique ou du projet technologique, et qu'il n'y ait pas une approche comme avec Airbus de juste retour, parce qu'on n'est pas ni dans la même temporalité en termes de création industrielle, ni dans la même nécessité de réactivité sur ce secteur-là. Donc, oui, évidemment que si la question était une question de décapitalisation, je pense que les États européens seraient totalement prêts à venir mettre au pot pour un sujet aussi important. Mais je pense malheureusement ou heureusement que le fond du sujet, c'est un sujet d'exécution qui est bien loin d'être dans la main des États. Vous n'êtes jamais déçu quand vous interrogez Cédric, au moins il n'y a pas de langue de bois. Un grand merci. Je pose une dernière question à Gilles. Si tu dois fuir pendant la fin de la réponse, on gérera avec. Mais la dernière question du panel est pour Gilles. Que pensez-vous de combiner la RSE au sein de la stratégie de nos entreprises du paiement, un mixte entre la transition numérique et écologique, indépendance, résilience, quête de sens qui est si présente en ce moment pour toutes les parties prenantes et le paiement, pas juste pour faire du business finalement. Non, mais écoute, je vais aller vite, mais c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet aussi sur lequel chacun peut vérifier que Worldline, qui de manière très transparente publie absolument tous nos ratings extra-financiers, comme on dit dans le jargon moderne, on a fait vraiment un acte de différenciation très fort. Le paiement, pour moi, c'est un métier du temps long. Du temps très long. On investit sur des dizaines d'années. Nos clients sont avec nous parfois sur plusieurs décennies. Quand je signe avec une banque comme Unicredit ou Commerzbank, on signe pour 12 à 15 ans en réalité. C'est le contrat qui dit ça. Donc il va de soi que pour moi, la RSE, c'est la garantie que l'entreprise sera pertinente et toujours là et en bonne santé dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est absolument consubstantiel à ce qu'est notre métier. Et c'est pour ça que j'ai fait de la RSE quelque chose qui me reporte directement et sur lequel je considère effectivement qu'on peut avoir un rôle complètement d'avant-garde et exemplaire parce que c'est un métier où on crée beaucoup de valeur. C'est un métier où on peut donc se permettre d'investir beaucoup. Ce n'est pas un métier qui est à la Pierre Ponce. On investit massivement sur la technologie, on investit sur l'innovation. On a besoin de fabriquer, de manière encore plus importante pour moi, un écosystème d'experts du paiement en Europe qui est absolument vital pour l'avenir de cette industrie. Il n'y a pas de MBA de paiement. Il n'y a pas de diplôme de paiement européen. On les fabrique tous dans nos entreprises pendant des années, nous, les banques, les grands commerçants. Et donc, il faut vraiment offrir un projet d'entreprise qui est vraiment, et ce n'est pas pour faire moderne, pour toutes les parties prenantes et bâti dans la durée. Pour moi, c'est consubstantiel à ce qu'est notre industrie. Ce n'est pas une industrie de coûts, ce n'est pas une industrie sur laquelle on fait un raid et on s'en va. C'est vraiment l'industrie du temps long par excellence. Et donc, par définition, la RSE doit être gravée dans son code génétique. En tout cas, c'est vraiment ma vision et j'observe que c'est celle aussi de beaucoup de nos confrères dans ce domaine. C'est comme toujours. À la fin, c'est le business qui te dit ce que tu dois faire et ce qui est bon pour ton business. Vous serez heureux de savoir que la vice-présidente de l'Axel et la directrice RSE de la Poste, nous partageons ce point de vue. Je voulais vous remercier. Cédric, est-ce que tu veux juste faire un mot de conclusion ou Écoute, je ne vais pas tarder à filer. Je voulais, moi, en tout cas, te remercier tout particulièrement. Bien évidemment aussi, Gilles. Je sais que ce matin, entre un conseil de défense sanitaire et l'agenda chargé qui était déjà le tien, vous avez fait des miracles. Et merci à toute ton équipe, d'ailleurs, pour que j'ai pu participer à cette réunion qui est très importante pour notre écosystème. Je voulais aussi te remercier parce que ce n'est pas seulement des réunions pour travailler à l'intérieur avec tout le monde de l'Axel. Quand on a besoin de secours et de soutien pour des projets avec ton ministère, ça avance. Donc merci pour tout ce que tu fais en ce moment. Comme je te le disais précédemment, j'ai l'impression de te voir tout le temps, puisque je ne sais pas comment tu fais. Tu dois avoir des doubles, en fait, des clones. Tu es dans toutes les émissions et dans tous les passages, mais ça sert, en fait, c'est utile. Comme je le dis assez souvent, la meilleure manière de remercier le gouvernement, c'est de réussir. Écoute, merci encore. Et je tenais aussi à remercier Gilles, parce qu'un patron d'une boîte du CAC 40, avec tout ce que tu viens de faire pour être quatrième, et je sais que quatrième, ça ne te suffira pas. Tu voudras être beaucoup mieux que ça bientôt. Libérer cette heure dans ton agenda a dû être aussi compliqué. Ouais, je ne pense pas que ce soit le rôle de l'Europe d'être quatrième. Il me semble que juste au-dessus, il y a un podium. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci encore à vous deux.